Jean Basset sur la QT-réaction. Son ouvrage, alors je vous le présente, son ouvrage, ici. Il l'a publié en 1953. Il était professeur à l'école vétérinaire de Lyon. Son ouvrage s'intitule « Immunologie et prophylaxie de la tuberculose chez l'homme et chez le bœuf ». Il a fait dans cet ouvrage, quand il était à la retraite d'ailleurs, le bilan de toutes les publications qui avaient été faites sur le BCG à cette époque-là. C'est extrêmement intéressant, ça m'a beaucoup apporté. J'ai écrit aussi un ouvrage, Tuberculine et BCG, les deux vérités, qui a été publié en l'an 2000, où je raconte mon témoignage, que j'ai mis d'ailleurs en ligne pour le témoignage, et où je reprends beaucoup de travaux de Basset, parce que l'ouvrage de Basset n'est pas très facile à trouver aujourd'hui. Donc son ouvrage, publié chez Vigo à l'époque, en 1953. Alors ce que dit Basset de la QT m'a énormément intéressé. Il ne faut pas traiter l'enfant et l'adolescent comme du bétail, car ils sont à la tuberculine beaucoup plus sensibles que le bœuf, dont il avait parlé auparavant. L'opération doit être subordonnée, c'est en majuscule dans son texte, à un examen soigneux, clinique, radiologique. La tuberculine doit être employée à dose ménagée. Voyez-vous la phrase précédente? L'opération doit être subordonnée à un examen soigneux, clinique et radiologique. C'est-à-dire qu'il faut écarter l'existence d'une tuberculose active par un examen clinique et radiologique donc négatif avant de faire une QT-réaction, on pourrait même dire plus généralement un test tuberculinique comme une intradermo aujourd'hui. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire on fait des QT systématiquement ou des intradermaux, et si elles sont positives, alors on fait un examen clinique et un examen radiologique. Il inverse les choses, tellement la QT-réaction peut être dangereuse. Et il écrit encore, scarification trop longue ou trop profonde, moi j'ai le droit aux deux, permet l'absorption rapide d'une quantité excessive de tuberculine, de dixièmes de milligrammes en sous-cutané provoque des réactions, des accidents pourront s'en suivre. J'ai bien vu, et mes trois camarades aussi. Pour la pratique des tests tuberculiniques, une remarque générale, ces tests, alors c'est moi qui dis cela, ne devraient être utilisés que pour dépister la tuberculose latente, ce qu'on appelait autrefois la primo-infection, en l'absence vérifiée au préalable de tuberculose maladie. En France, ce test est systématique aujourd'hui pour le dépistage de la tuberculose maladie, c'est-à-dire qu'on fait des intradermo-réactions sur des personnes soupçonnées de tuberculose afin de confirmer. C'est l'arrêté ministériel du 13 juillet 2004. Par contre, au Québec, quand une personne a été trouvée positive une seule fois dans sa vie, on ne refait jamais de test tuberculinique par la suite. En France, on n'a pas du tout cette politique. Maintenant, du bacille de Koch au Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire une mycobactérie, une bactérie à mycélium. Je vais vous présenter les trois découvertes de Jules Tissot qu'il a faites en 1936 et en 1946. Jules Tissot était professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Sa première découverte, le réseau connexe formé par les mitochondries. Alors qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Rappel rapide. On observe les mitochondries dans le cytoplasme des cellules, c'est-à-dire entre membrane et noyau. Les premiers observateurs, comme Guillermont, dont Tissot parle beaucoup, les décrivaient en bâtonnets avec une boule à une extrémité ou sans boule. Voici par exemple des photos que Tissot a prises, des dessins que faisait Guillermont ou d'autres auteurs. Donc on voit ici des mitochondries avec une boule ou sans boule. Ici on voit même une altère avec deux boules à chaque extrémité. Voyez-vous, ils ont fait des dessins. Ça ne représente pas une cellule, hein. Ceci c'est simplement différents dessins d'objets qu'ils ont observés dans des cellules. Ils ont mis les différents objets les uns à côté des autres. Voilà une mitochondrie photographiée alors avec l'intérieur, parce qu'à l'époque, avec les microscopes optiques utilisés, on ne pouvait pas voir à l'intérieur de la mitochondrie ni à l'intérieur du noyau. Aujourd'hui, on peut, et voilà ce qu'on peut trouver sur Internet comme photo. Là, c'est une coupe de mitochondrie. Mais attention, le microscope, c'est pas tout. Qu'il soit optique ou électronique, un microscope aussi puissant soit-il, ne peut généralement pas faire la part du réel par rapport aux modifications structurales provoquées par les méthodes préparatives.
Ou si vous voulez, si vous cassez quelque chose, un verre, vous cassez un verre par terre, vous prenez une loupe ou un microscope pour l'observer, vous observerez avec plus de précision le chaos que vous avez ainsi provoqué. Il ne faut pas oublier ça. Et ça va être tout particulièrement vrai pour l'observation des cellules. Alors d'après Tissot, en 1946, dans cet ouvrage, qu'il a publié à cette époque-là, Constitution des organismes végétaux, je trouve la page d'accueil, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Ouvrage assorti d'un très grand nombre de planches photographiques de cellules. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure, mais vous voyez, il y en a énormément qu'il a très minutieusement commenté dans son ouvrage. Quelle est la forme des mitochondries reconnues aujourd'hui? Habituellement ovalaires, elles peuvent être bifurquées en Y, en altère, en anneau, en bisac. Le phénomène est loin d'être rare, sa signification n'est pas précise. J'ai pris cela dans un abrégé de cytologie par un professeur spécialisé sur ces questions. Ça date de 1975, mais aujourd'hui, il n'y a rien de changé dans ces descriptions qu'on donne. J'avais d'ailleurs écrit à cet auteur, à cette époque, une lettre. Il m'a répondu, en lui parlant de certaines découvertes. Il m'a répondu, dans des domaines aussi complexes que la biologie cellulaire ou la biochimie, aucune hypothèse ne doit être rejetée sans étude critique. Je lui parlais des travaux de Tissot, vous allez voir. En fait, ils ne sont pas si sûrs que ça de ce qu'ils enseignent. Disons que par une préparation originale des cellules, Tissot a photographié un réseau formé par les mitochondries, toutes reliées entre elles par leurs extrémités, en formant un réseau connexe, un maillage géométrique harmonieux, régulier et cohérent. Alors on va regarder peut-être un diagramme. Pardon, peut-être pas facile. C'est un dessin que j'ai fait en reproduisant un dessin de Tissot dans son livre, d'ailleurs, à peu près. Alors ici, vous avez le noyau, Tissot ne pouvait pas voir à l'intérieur, la membrane, que j'ai mis en rouge, et puis un réseau connexe, où on voit des haltères, deux boules aux extrémités, et les haltères qui sont réunis entre elles par leurs boules. Tissot nous dit, il est prouvé dans cet ouvrage que l'organisation du cytoplasme, c'est-à-dire entre noyau et membrane, est constituée par des organites haltères, unis par leurs boules, comme sur mon dessin si vous voulez, soit aux membranes cellulaires, c'est-à-dire ici, soit nucléaires, c'est-à-dire au noyau, soit entre eux en réseau. Cette structure est constante dans tout le cytoplasme et ne fait jamais défaut. Il parle de l'altération des cellules par la préparation. Des essais très nombreux que j'ai effectués avec les fixateurs les plus divers et avec les proportions variables, les proportions ont beaucoup d'importance, ainsi que les durées d'exposition. J'ai tiré la conclusion que tous altèrent plus ou moins les éléments qui constituent l'organisation cellulaire. Cette altération existe même avec la fixation la plus réussie. Et sur le fixateur des biologistes, tel qu'il l'utilisait à l'époque. Voici donc démontré que ce fixateur mitochondrial qui conserverait si parfaitement l'intégrité du cytoplasme le disloque totalement et le détruit. Et sur les vacuoles, elles sont la preuve et un signe absolument certain de la destruction de l'organisation cytoplasmique et ne peuvent pas être considérées comme des parties constituantes normales de cette organisation, ni d'un système ou appareil vacuolaire nommé vacuole. Ce seraient les fixateurs qui, en détruisant certaines zones du réseau mitochondrial, créeraient ces vacuoles. Voilà une photo, c'est un dessin que j'ai pris sur Internet récemment, où on voit donc une vacuole, la membrane, le cytoplasme, enfin le noyau ici, et puis des mitochondries et des petits éléments épars, on doit appeler plastes, et qui sont probablement des boules détruites, disloquées. L'attaque par les fixateurs selon Tissot. Ces observations montrent que sous l'influence des liquides fixateurs, les haltères, boules et bâtonnets se gonflent considérablement. Ça provoque l'éclatement des boules et donc entraîne la dislocation du réseau cytoplasmique.